présentation. Effectivement, ce dont je vais parler est très proche de ce que j'ai fait dans l'article qui parle de l'approche linguistique et philologique des langages de programmation. Alors, ce que je vais faire, c'est parler des rapports qu'il y a entre les langages de entre deux sortes de langages de programmation, les langages de programmation théoriques et les langages de programmation concrets. Je vais montrer que dans les langages de programmation concrets, il y a beaucoup de propriétés qui dépassent celles des langages de programmation théoriques et que ces propriétés-là les prédestinent à des études de type linguistique. Commençons donc par distinguer les deux usages que l'on fait généralement de l'expression langage de programmation. Il y a un sens qui est le sens le plus commun, qui est l'ensemble des langages dans lesquels on écrit des programmes qui sont vraiment compilés, qui servent vraiment à être utilisés sous forme de logiciel. L'assembleur, le langage C, Perl, SQL, Lisp, Prolog, JavaScript, etc. Et puis il y a un autre sens qui est un sens un peu métaphorique, qui est apparu après, qui est des langages théoriques. Donc c'est apparu après, mais y compris pour parler d'objets qui étaient créés avant. Pour modéliser l'ensemble des langages théoriques qui permettent de modéliser le calcul en général. Et alors là, c'est les machines de Turing, lambda calcul, donc tout ça, c'est une notion qui existait bien avant, Fortran, etc. Les catégories cartésiennes closes en théorie des catégories, etc. Donc quand on parle de langage de programmation, on utilise parfois soit le sens concret, soit ces objets-là théoriques. Les deux types de langages ont des contextes d'utilisation qui sont différents. Les langages concrets ont pour support matériel des ordinateurs. Leur finalité, c'est le développement, c'est-à-dire la programmation de programmes concrets, de programmes qu'on va vraiment utiliser. Les langages théoriques comme les machines de Turing, lambda calcul, etc., ont comme support matériel du papier. Il n'est pas essentiel pour eux d'être transportés sur un ordinateur. Et leur finalité est essentiellement de pouvoir faire des démonstrations. Des démonstrations de normalisation, par exemple, en lambda calcul. On va montrer que l'ensemble des termes de telle variante du lambda calcul termine. Et alors, dans un livre qui s'appelle Real World Haskell, alors même le titre est assez parlant, puisque Haskell c'est le nom d'un langage de programmation, mais qui est un langage de programmation fonctionnel qui, d'un point de vue théorique, est extrêmement chargé. C'est-à-dire que c'est vraiment un langage de programmation dans lequel les catégoriciens, les spécialistes de théorie des catégories, se reconnaissent, ils sont vraiment chez eux avec ça. Et donc, APSA Real World, ça veut dire que ce langage, qui est quand même un langage relativement théorique, on va l'utiliser pour le monde concret, le monde où on a besoin de brancher des entrées et des sorties sur un ordinateur. Et alors, il parle d'une différence entre deux types d'acteurs qu'eux essayent de rassembler. Ceux qui pensent en termes de monoïdes, de foncteurs, et alors ils disent d'idémorphisme, ce qui m'a un peu surpris. Je veux bien croire que c'est idémorphisme, mais je me suis demandé si ce n'était pas homomorphisme. Tandis que d'autres ne parlent que de programmes exécutés sur un parc de matériel doté de ressources limitées. Donc c'est les deux communautés, les informaticiens théoriciens et les informaticiens programmeurs. Donc la question que je vais poser est la suivante. Les langages de programmation théorique épuisent-ils les propriétés essentielles des langages de programmation concrets? Je vais d'abord montrer deux thèses, enfin une première thèse, et puis ensuite je vais développer la deuxième. Thèse réductionniste, c'est celle sur laquelle on peut réduire les langages de programmation concrets au langage théorique. Et la thèse linguistique que je défendrai après, c'est celle selon laquelle on ne peut pas. Alors commençons par examiner la thèse réductionniste, celle selon laquelle les langages concrets sont réductibles à un langage unique, et comme ils sont tous réductibles à un langage unique identique, ils sont équivalents entre eux. Il y a deux variantes de cet argument, le premier qui est théorique et le second qui est pratique. L'argument théorique, c'est l'équivalence calculatoire, l'argument pratique, c'est la compilation. L'argument théorique, donc l'équivalence calculatoire, est que les langages concrets sont réductibles au langage théorique, puisqu'ils sont réputés équivalents entre eux, et chacun d'entre eux est équivalent aux machines de Turing, ou bien ce que vous voulez, lambda calcul, machine de poste, fonction récursive ou autre. Alors j'ai mis presque entre guillemets, entre parenthèses, parce que tous les langages ne sont pas équivalents au sens de Turing, et tous les langages ne sont pas équivalents à une machine de Turing. Mais vraiment, quand il y en a qui ne sont pas équivalents à une machine de Turing, c'est qu'on n'a pas voulu. Par exemple, pour Coq, le langage Coq, qui permet
de faire des démonstrations formelles complètes et de faire de la certification de programme, c'est un langage qui n'est pas complet au sens de Turing. On ne peut pas programmer tout ce qui est programmable en langage coq. Mais ça, c'est fait pour, c'est fait exprès. Parce que les concepteurs de coq ont voulu que tous les programmes écrits en coq terminent. Et si on voulait avoir la terminaison pour tous les programmes valides, alors il fallait qu'on ne puisse pas calculer tout ce qui est calculable. Puisque, c'est un des résultats principaux de Turing, toutes les fonctions ne terminent pas. Tous les programmes ne terminent pas. Donc en coq, on ne peut écrire que des programmes qui terminent. Donc certains langages ne sont pas équivalents à machine learning. Réponse à cet argument, donc indépendamment du fait que tous les langages ne sont pas équivalents à machine Turing. On va faire abstraction de cela. Il n'y a pas d'équivalence absolue. Quand on parle d'équivalence, ça veut dire qu'on a quotienté un certain ensemble par rapport à une relation d'équivalence. Et une relation d'équivalence, ça veut dire qu'on va volontairement fermer les yeux sur les différences entre les choses. Donc l'équivalence, ce n'est pas comme l'identité. L'identité, c'est quand on a deux choses qui sont absolument indiscernables selon quelques critères que ce soit. L'équivalence, c'est quand on choisit de fermer les yeux sur certains critères pour dire qu'on considérera comme indiscernables les choses qui possèdent telle relation ou telle propriété commune. Donc l'équivalence, ça veut dire qu'on a fermé les yeux sur certaines différences. Et ces différences-là, enfin, parler d'équivalence veut dire, sauf dans les cas triviaux, qu'il y a justement des différences. Donc dire que les langages sont équivalents, ça veut dire qu'ils sont différents. Autre remarque, si on en restait à l'équivalence, on ne pourrait pas expliquer ce dont on a parlé tout à l'heure déjà, à savoir le fait qu'on puisse choisir entre différents langages. Est-ce que je vais écrire ça plutôt en Fortran, en Pascal, est-ce que je vais écrire ça en C, en C++, etc. Donc il faut que le langage ait des différences qui soient des différences pertinentes, sinon on ne jugerait pas opportun de choisir tel langage plutôt que tel autre. Deuxième argument qui est un peu le même, mais sur la version pratique. C'est-à-dire non pas tous les langages sont réductibles à des machines de Turing, mais en pratique, tous les langages, lorsqu'on veut les exécuter, sont compilés, c'est-à-dire traduits en langage machine. Mais, même remarque, la compilation, ça consiste à aplatir les idiomes. Donc certes, on traduit dans un même langage, mais traduire dans ce même langage, ça veut dire qu'on va ignorer les différences qu'il y a entre les différents langages. Ce qui veut dire qu'il y a des différences, et on a perdu, par définition, les propriétés qui ne sont pas passées à la compilation. Donc si on veut comprendre les différences qu'il y a entre les langages, il faut les étudier, il faut étudier les codes sources avant la compilation. Donc les prendre comme texte et laisser le travail de la compilation dans l'ombre. Oui, pourquoi presque alors, en fait, c'est pour la notion de compilation. En gros, c'est pour la différence entre compilation et interprétation. C'est-à-dire qu'il y en a pour lesquels la compilation se fait une fois pour toutes et d'autres pour lesquels elle se fait à la volée. La différence, c'est quel est le moment où on va traduire ça en langage machine. Est-ce qu'on traduit ça une fois et ensuite on a le texte en langage machine, ou bien est-ce qu'on va traduire ça à chaque fois qu'on veut exécuter des choses. Après, il y a d'autres problèmes qui sont posés dans cette formulation, enfin dans cette thèse-là en général. Puisque quand on parle de langage machine, de quelle machine est-ce qu'on parle? Et souvent on pense à une machine, disons, comme celle qu'on a, qui sont en gros des machines de von Neumann, mais on pourrait très bien imaginer d'autres machines. Et donc finalement, on puisse avoir un langage de haut niveau qui n'ait pas besoin d'être compilé. Il y a eu des tentatives comme ça, avec les machines de Burroughs par exemple, pour avoir une interprétation directe de langage de haut niveau par la machine. Donc l'argument présente d'autres faiblesses auxquelles je ne réponds pas ici. Par opposition à cette thèse, celle que je vais soutenir est la suivante, que les langages concrets sont irréductibles au langage théorique et que ce sont des concepts linguistiques qui permettent de décrire leur spécificité. On peut mettre spécificité au singulier ou au pluriel, c'est-à-dire leur spécificité commune par rapport au langage théorique et deuxièmement, leur spécificité respective, les uns par rapport aux autres. Alors maintenant, je vais présenter un inventaire de propriétés qui sont souhaitables dans les langages théoriques.
Ce que je vais faire ensuite, c'est montrer que aucune ou presque de ces propriétés n'est satisfaite dans les langages concrets et que le fait que ce ne soit pas satisfait, ça justifie l'utilisation d'outils linguistiques. Alors, un langage de programmation théorique, qu'est-ce que c'est? C'est un langage formel, c'est-à-dire un langage dont la syntaxe est définie de façon rigoureuse. Un langage formel qui est utilisé pour analyser la structure et l'exécution des programmes. Donc, ça veut dire qu'on va l'utiliser par exemple pour décrire la forme des programmes et d'autre part pour démontrer des théorèmes sur leur exécution, comme la normalisation, etc. En conséquence de cette définition, on va rechercher les trois propriétés que je vais clarifier par la suite, qui sont d'abord la pureté conceptuelle, deuxièmement une disjonction entre les structures syntaxiques qu'on utilise et les concepts qu'on veut mettre au jour, et troisièmement un apprentissage par la théorie. Je vais clarifier tout ça étape par étape. Première chose, c'était la pureté conceptuelle, qui peut se subdiviser en deux choses. La première chose, dans la mesure où je viens de définir les langages théoriques comme étant des langages formels. Le fait qu'ils soient formels, ça veut dire qu'ils obéissent à une syntaxe rigoureusement définie, et donc il n'y aura pas d'irrégularité syntaxique, puisque les règles syntaxiques doivent être suivies aveuglément. Donc par exemple, toutes les fonctions seraient définies d'une seule et même façon. Si on décide qu'on met le nom de la fonction suivi de parenthèse, on fera ça à chaque fois. Si on décide qu'on doit indiquer le type pour une fonction, on devra l'indiquer à chaque fois. Donc il faut qu'il y ait une uniformité syntaxique dans le langage. Deuxième chose, je disais que les langages théoriques servaient pour analyser les programmes et leur comportement. Dans la mesure où c'est un outil d'analyse, il faut qu'il y ait une indifférence à l'histoire. C'est-à-dire que c'est un outil conceptuel qui est fait pour analyser des programmes. Et indifférence à l'histoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de résidu historique qui soit passivement reçu. Bien sûr, il peut y avoir des résidus historiques si par résidu on entend le fait de garder certains éléments syntaxiques, des signes ou des structures, qui existaient dans d'autres langages existants antérieurement. Donc ça peut être ça, mais pas passivement reçu. C'est-à-dire qu'on ne le garde pas parce que c'était comme ça avant, on le garde parce qu'on en a toujours besoin, et puis par facilité on peut choisir d'utiliser les mêmes signes que ceux qui servaient auparavant. Mais on n'est pas obligé. Si on veut faire quelque chose de totalement nouveau, on peut utiliser des signes totalement nouveaux, il n'y a pas de problème à ça. Un exemple du fait que l'histoire ne soit pas une contrainte sur ces langages-là, c'est dans la théorie des types dépendants de Martin Löf. Il y a l'utilisation de sigma majuscule et de pi majuscule qui servent pour la quantification, il existe et pour tout. Or, ça avait été le cas déjà dans la première version du lambda calcul de Church, lui qui a fini à la poubelle parce qu'il était contradictoire. Et ensuite, Church a éliminé ça et il a pu former un langage qui lui était cohérent. Mais ça ne pose pas de problème que Martin Löf réutilise ces langages-là. Il n'y a pas d'exigence de rétrocompatibilité entre la théorie des types dépendants de Martin Löf et puis le premier lambda calcul de Church. Donc on peut réutiliser des programmes et l'histoire qui les grève, leur passé historique, leur passif, on va dire, n'a strictement aucune importance. Donc ça, c'est les premières propriétés relatives à la pureté conceptuelle. Deuxième famille de propriétés, c'est celles qui ont trait à la bijection entre les structures syntaxiques qu'on utilise et les concepts qu'on cherche à mettre au jour dans les programmes. Ça veut dire que chaque type de signe doit recevoir une signification et une seule, ce qui peut se subdiviser en quatre propriétés: adéquation, complétude, minimalité et univocité. Je vais les détailler. Il s'agit de dire à chaque fois qu'il ne doit pas y avoir de signe sans signification, il ne doit pas y avoir de signification sans signe. Pour chaque signe, il doit y avoir une seule signification, et pour chaque signification, il doit y avoir un seul signe. Donc c'est cette combinaison-là qu'on va voir maintenant. L'adéquation, c'est l'absence d'exprétivité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de structure syntaxique qui ne veuille rien dire, qui ne serve à rien montrer d'un point de vue conceptuel. C'est ce que disent par exemple Russell et Whitehead dans les Principia Mathematica, dans la préface. Ils disent « Nul symbole n'a été introduit dans notre langage sur un autre motif que son utilité pratique pour les objectifs immédiats de notre raisonnement. » Donc ça veut dire que quand vous avez un ensemble de signes qui servent à indiquer une proposition, dans le symbolisme des Principia, il n'y a pas de signes qui ne servent à rien là-dedans. Exemple d'explétivité, en français, c'est dans certains usages le « ne ». Quand on dit « je crains qu'ils ne viennent », en fait c'est la même chose que si on disait « je crains qu'ils viennent ».
Il n'y a pas d'ajout d'une négation. On ajoute un mot qui ne veut rien dire. Mon italien est très limité, mais je me demande si ce n'est pas la même chose pour ce l'hai en italien. Quand on dit ce l'hai una ragazza, le ce c'est le même que hai una ragazza. Voilà, on pourrait le retirer. Il y a un question stylistique, bien sûr. Oui. Donc ça c'est explétif, on rajoute des signes qui ne servent à rien, qui n'ajoutent rien. Il y en a peut-être même deux, puisque ce et l'hai, et l'apostrophe, Oui. rajoutent Oui. deux, donc il y a deux explétifs. Deuxième application de l'exigence de bijection, c'est la complétude, c'est-à-dire l'absence d'implicite. Il ne doit pas y avoir de concept qui ne soit pas exprimé par une structure syntaxique. Donc c'est la réciproque de ce que je viens de dire. Par exemple, pas de concept sans structure syntaxique. C'est là la prétention de la thèse de Church-Turing de dire tout ce qui est intuitivement calculable doit être calculable par le modèle qu'on est en train de présenter, lambda calcul ou bien machine de Turing. Donc c'est suffisant, c'est-à-dire on a donné tous les concepts qui figurent dans notre symbolisme, il y a tous les concepts qui permettent de rendre compte de la calculabilité en général. Troisième contrainte, c'est la minimalité, c'est-à-dire l'absence de redondance. Il ne doit pas y avoir plus d'une structure syntaxique qui exprime une signification conceptuelle déterminée. Je cite John Finkel dans l'article où il présente ce qu'on considère maintenant comme étant l'origine de la curification. Il est conforme à la nature de la méthode axiomatique telle qu'elle est aujourd'hui reconnue avant tout à travers les travaux de Hilbert, non seulement de tendre, en ce qui concerne le nombre et le contenu des axiomes, à une limitation la plus étroite possible, donc on essaie d'avoir le moins d'axiomes possible, mais aussi de tenter de réduire au maximum le nombre des notions de base non définies. Donc on réduit le bagage conceptuel et pas seulement le nombre d'axiomes. Donc réduire le nombre de notions de base en cherchant des notions qui soient de préférence appropriées pour construire toutes les autres notions du domaine de connaissance en question. Donc on essaie de réduire le bagage conceptuel au nombre minimal qui permette de rendre compte de tout. Quatrième contrainte, l'univocité, qui est l'absence d'ambiguïté. C'est-à-dire que, étant donné une structure syntaxique, elle ne doit pas pouvoir être interprétée d'un point de vue conceptuel de différentes manières. Et là, les exemples étaient tellement triviaux à trouver que j'en ai pas trouvé de pertinent. C'est pourquoi je laisse ça en exercice à vous. Mais en fait, disons que c'est une attente triviale. C'est que quand on fait un langage formel, on s'attend à ce que les formules ne soient pas ambiguës. Dernière propriété, donc je vous disais pureté conceptuelle, bijection entre structure syntaxique et concept, et puis apprentissage par la théorie, c'est-à-dire que ces langages-là, les langages théoriques, on les apprend par concept, au moyen de la définition abstraite. Donc, par exemple, dans ce livre d'introduction à la théorie des langages de programmation de Gilles Dewey et Jean-Jacques Lévy, la définition du langage, après quelques considérations très générales et rapides, la définition du langage, on vous la donne sous la forme BNF, c'est-à-dire la structure syntaxique du langage. Et on part de là, directement. Donc c'est pour dire qu'un terme, c'est soit une variable, soit une fonction qui a une variable associée à un terme, soit l'application d'un terme à un autre, soit un nombre, soit différentes opérations arithmétiques sur les nombres, soit un test d'un terme et selon le résultat, soit on exécute un terme, soit on exécute un autre. Ensuite, un point fixe et puis une définition locale. Quand tu dis on en applique un autre, donc c'est else. Ça ouais. Oui. Mais ton T, c'est pas le même. Les trois occurrences ne sont pas les mêmes. Enfin, pas généralement les mêmes. Ça peut être le même si tu veux. Ce qu'on veut dire, c'est que pour savoir comment remplir ça, tu retournes à la définition et tu mets une de ces choses-là en tête. Et ainsi de suite. Voilà, donc tout ça c'était les propriétés qu'on attend des langages de programmation théorique et ce sont des propriétés qu'on ne trouve pas typiquement dans les langues naturelles. Puisque dans les langues naturelles, on a tout ce qu'il ne faut pas, à savoir des irrégularités syntaxiques, une sensibilité historique qui est massive, de l'explicitité, de l'implicite, de la redondance, de l'ambiguïté. Et puis, les langues naturelles, on les apprend aussi par la pratique, avec des méthodes assimiles ou des applications faites pour ça. On ne les apprend pas directement à partir de la grammaire de Chomsky de notre langue.
Maintenant, la question est de savoir de quel côté se trouvent les langages de programmation concrets. Est-ce qu'ils se trouvent du côté des langages théoriques, dont on attend qu'il n'y ait aucune de ces propriétés, dont on attend qu'ils aient celle-ci, c'est qu'ils sont maintenant au tableau, ou bien est-ce qu'ils se trouvent du côté des langues naturelles? Et la réponse que je propose est de dire qu'ils sont du côté des langues naturelles. Alors, on va voir ça en détail. Donc j'ai montré que les langages de programmation concrets possèdent toutes ces propriétés, qu'on ne voudrait surtout pas dans un langage théorique. D'abord, l'impureté conceptuelle, c'est-à-dire irrégularité syntaxique et sensibilité à l'histoire. Irrégularité syntaxique, je vais prendre l'exemple du C dans la norme ANSI, qui date de 1989. Dans cette norme-là, toute fonction doit être typée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous définissez une fonction comme @oui, qui sert à traduire une chaîne de caractères en un nombre, donc typiquement vous avez la chaîne de caractères un set de 9, et vous voulez ensuite utiliser ça pour faire une addition. Donc il faut déclarer explicitement au programme qu'un set de 9 doit être interprété comme le nombre 1729. Et pour ça, on utilise @oui, et puis il y a itoa qui fait l'inverse. Donc @oui, on doit dire qu'elle prend comme entrée un pointeur vers une chaîne de caractères constante, et le nom du pointeur c'est nptr. Donc on prend un pointeur vers une chaîne de caractères en entrée, un pointeur vers un caractère, et comme résultat, on fournira un nombre entier. Int, c'est pour integer. Donc normalement, toute fonction doit être typée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut définir une fonction, on doit dire quel est le type des arguments qu'elle prend en entrée et le type du résultat qu'elle fournit en sortie. Conséquence de cette règle, même une fonction vide devrait être typée. Fonction vide, c'est-à-dire une fonction qui ne prend rien en entrée et qui éventuellement ne produit rien en sortie non plus. Par exemple, une fonction qui se contenterait de faire des manipulations mémoire, ou même une fonction qui ne ferait rien du tout, on va dire, et qui ne renvoie pas de résultats, qui fait uniquement des effets de bord. Or, il y a cette possibilité, donc même dans le C norme ANSI, d'écrire des choses comme ça. Main, qui est le nom d'une fonction qu'on définit là. Donc on a de type ni devant, main, ni à l'intérieur de la parenthèse pour lire les arguments. Alors que normalement, on devrait avoir ça, void main, void. C'est-à-dire main est une fonction qui ne prend aucun argument et qui ne renvoie aucun argument. Donc on a le droit d'écrire ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a le droit? C'est parce que dans la première version du langage, qui date de 1974, le mot-clé void n'existait pas du tout. C'était une erreur syntaxique d'écrire void dans cette version. Et donc, alors que int, etc., donc pour integer, char, tout ça, ça existait. Mais void, ça n'existait pas. Or, donc là, c'est les auteurs Brian et Kernighan, qui sont les auteurs qui font partie des auteurs du langage C. Le texte date de 88, mais la norme ANSI était déjà définie, même si elle n'était pas encore publiée à ce moment-là. Pour assurer la compatibilité avec les anciens programmes en C, les compilateurs qui suivent la norme ANSI considèrent une liste d'arguments vides comme une déclaration, donc ça c'était les parenthèses vides, sous l'ancienne forme, et dans ce cas, ils ne vérifient pas la nature des arguments. Pour indiquer explicitement une liste vide, il faut se servir du mot void. Donc on peut l'utiliser ou on peut ne pas l'utiliser, on fait comme on veut. Certes, ça fait une irrégularité dans la syntaxe, mais on est bien obligé si on veut garder la compatibilité avec les programmes qu'on a écrits avant. Si on veut que les programmes qu'on a écrits avant soient toujours exécutables maintenant, on doit faire un trou dans la syntaxe. Deuxième type d'impureté conceptuelle, c'est la sensibilité à l'histoire. Et alors ça, je vais montrer avec 3 types de résidus que l'on a. D'abord des résidus actifs, ensuite des résidus inertes, et puis des résidus qui sont réactivés avec le mécanisme qu'on appelle exaptation dans un grand nombre de domaines linguistiques, biologiques, etc. Résidus actifs, c'est lorsqu'il y a des signes d'un langage qui sont repris par des langages ultérieurs. Ça, c'est le cas typiquement dans toute la famille des successeurs du langage C. Et même le langage C reprenait ça dans notre langage avant, le langage B, etc. Donc en C, en C++, en Java, en Perl, en JavaScript, dans à peu près tous ces langages, on peut écrire à peu près ça. Éventuellement, on peut ajouter le signe $ devant le i en Perl.
Mais sinon, globalement, c'est à peu près ça. Donc, avoir une structure dans laquelle on met une condition. Donc là, c'est si i est égal à 0, alors on applique la fonction sur les arguments 1 et 2. Avec un point virgule ici. Donc là, il y a beaucoup d'éléments syntaxiques qui sont communs à toute cette famille de langages. Le fait de mettre la condition entre parenthèses. Le fait que le test d'égalité soit écrit avec 2 égales, ce qui est une source intarissable de bugs dans beaucoup de programmes. Et dans le code source Unix, c'est une source d'astuce puisqu'ils jouent beaucoup avec les fonctionnalités du langage. Parfois, ils écrivent avec un seul égal parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Disons que ça se prête après à plein de finesse esthétique et de coquetterie dans l'écriture. Donc le test est entre parenthèses. Ensuite, le bloc est délimité par des accolades. Le nom de la fonction est suivi de parenthèses. Les arguments sont séparés par une virgule. Chaque instruction se termine par un point virgule. Donc ça, c'est vraiment un ensemble de traits stylistiques qu'on retrouve dans beaucoup de langages. Donc ça, c'est des résidus qui sont actifs, c'est-à-dire on reprend des signes et des structures syntaxiques d'autres langages dans des nouveaux langages. Il y a un deuxième type de sensibilité de l'histoire, ce sont les résidus inertes. Quand il y a des signes qui sont devenus inutiles, mais qui continuent d'agir de façon négative puisqu'ils sont réservés. Réservés, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les utiliser. C'est-à-dire, c'est comme, je suis en train de chercher une analogie, mettons le mot chez en français, C-H-E-Z. Si on utilisait ça pour un nom propre, après on dirait je vais chez, ce qui serait bizarre. Il y a plein de choses comme ça, donc les mots clés, les mots grammaticaux, ou bien ça c'est la montre de. Si quelqu'un s'appelait de, ça poserait plein de problèmes. Parce qu'on confondrait la fonction grammaticale avec d'autres usages comme le nom propre. Bien, c'est un peu ce qui se passe dans les langages de programmation. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Par exemple, tout à l'heure, je peux montrer void, int, des choses comme ça. Ces mots-là sont réservés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser comme nom de variable. Parce que sinon, on aurait int, et il y aurait des contextes dans lesquels on ne saurait pas si int veut dire le nom d'une variable ou bien integer. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un ensemble de mots-clés qui soient réservés. Simplement, parfois avec l'évolution du langage, l'évolution de la technique, l'évolution des compilateurs, etc., il arrive que des mots n'aient plus d'utilité. Par exemple, en langage C, dans les versions récentes du langage C, register est purement et simplement ignoré par le compilateur. Donc quand on déclare une variable en disant register, etc., initialement ça voulait dire attention, cette variable, je vais en avoir besoin vraiment souvent. Donc il met là de côté dans le registre du processeur, c'est-à-dire un endroit où c'est facilement accessible, parce que la mémoire va très vite à cet endroit-là. Donc range ça vraiment à proximité parce que tu en auras besoin tout le temps. Donc ça, c'était une instruction qu'on disait au compilateur, en disant garde ça bien au chaud, toujours à portée de main. Mais en fait, maintenant, c'est ignoré par les compilateurs. Pourquoi ? Parce que maintenant, les compilateurs sont beaucoup plus efficaces et ils savent bien mieux que le programmeur s'il est pertinent ou pas de ranger ça dans le registre. Et donc, parfois, le programmeur peut se tromper et dire mettre ça dans le registre alors qu'en fait, on n'en a pas besoin si souvent qu'il le croit. Et inversement, parfois il peut croire qu'une variable n'est pas si utile que ça, alors qu'en fait on en a besoin tout le temps. Donc là, c'est le compilateur qui préfère gérer ça, c'est mieux fait que par un humain. Donc quand on lui dit mets ça dans le registre, lui, il n'en tient pas compte, il dit je vais faire ce que je veux. Autre exemple, en Java, il y a les mots-clés goto et const, qui eux n'ont jamais une signification en Java. Et ils n'en auront jamais, parce que notamment goto, c'est la chose la plus horrible qu'on puisse dire. Disons qu'il y a des grands débats là-dessus, mais c'est une des choses qui cristallise le plus les discussions sur l'élégance des programmes et la clarté de leur structure logique. Donc, en Java, jamais on ne donnerait une signification au mot-clé goto. Goto, ça veut dire va à la ligne, va à telle ligne. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit structuré de façon logique, donc on ne raisonne pas en termes de lignes quand on veut faire de la programmation structurée. Donc en Java, jamais ça n'aura de signification. Simplement, le mot-clé est réservé. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres langages, de ceux de la famille de langues de Java, il y a d'autres langages dans lesquels ça avait une signification. Maintenant, le mot-clé, c'est un mot tabou, le goto. Il est banni à jamais. Ça, c'était les résidus inertes. Donc dans certains langages, il y a des signes qui sont devenus inutiles, mais qui sont tabous, pour des raisons historiques. Autre Excuse-moi, mais en Java, tu peux utiliser Goto. Il est défini. Non, ça n'existe pas. Il n'existe À pas. ma connaissance, ça n'existe pas. Donc le mot, on ne peut pas l'utiliser. Il n'existe ni comme